Debout les damnés de la terre. C'est seulement en 1852 que Marx et Engels créent à Londres la Ligue communiste à l'origine de la première internationale, organisée d'abord à La Haye, puis à New York et à Paris. Bientôt cependant, c'est un habitant de la Goutte d'Or, dont je vais parler, comme de trois autres habitants de la Goutte d'Or d'ailleurs, Eugène Pottier, qui, après sa participation active à la Commune de Paris, avait dû s'exiler pour échapper au bagne, et il avait composé plusieurs recueils de poèmes exaltant la lutte des travailleurs du monde. L'insurgé, le monument des fédérés, et surtout un chant qui, traduit en toutes les langues, a soutenu depuis 140 ans les luttes sociales de tous les travailleurs du monde entier. C'est l'Internationale. Que, à défaut de la chanter, je voudrais vous lire quelques passages, car c'est quand même 5 couplets, et je ne vais pas m'attarder, mais je pense que vous verrez à quel point ces paroles, même si elles ne sont plus connues de tous, restent d'actualité. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Bon, on s'étonne de ces mots poétiques, qu'est-ce que ça veut dire, l'éruption de la faim, la raison qui tonne dans son cratère, c'est une image. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans l'Internationale, pourtant c'est le seul couplet qui soit connu à peu près de tout le monde. Mais si j'en viens à d'autres couplets, le 2, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Et le couplet suivant, hideux dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que d'exploiter le travail? Dans les coffres-forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu, en décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Je crois que c'est toujours d'actualité, ce couplet. L'État comprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, l'égalité, c'est assez languir en tutelle, l'égalité veut d'autres droits, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. Et puis ça se termine par ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs, la terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs, combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Ce poète Eugène Pottier, qui est sans doute le seul poète français, disons peut-être avec Victor Hugo, connu dans le monde entier, tout au moins son chant, car son nom est beaucoup moins, depuis cette grève, a écrit donc le chant le plus chanté dans le monde, depuis cette grève des ouvriers de Chicago, le 1er mai 1886, date commémorée depuis lors par les travailleurs de tous les pays, c'est la fête du travail, n'est-ce pas, chômé et payé, normalement, dans tous les pays, jusqu'aux grandes luttes du Frente Popular en Espagne en 1935, du Front Populaire en France en 1936, à la victoire d'Allende au Chili en 1970, et dans tant d'autres circonstances, aussi bien par les Chinois, les Vietnamiens, les Australiens, tous les peuples. Sauf, faut-il le dire, les Américains qui ont oublié leur tradition. Car c'est à Chicago qu'en 1886 a eu la première grande grève demandant la diminution de la journée de travail. Et les travailleurs de Chicago, après une longue grève au cours de laquelle ils ont eu 80 morts fusillés par la garde de l'État, ont obtenu la journée de 8 heures, 6 jours par semaine, la semaine de 48 heures, qui n'a été adoptée en France qu'en 1919. On est allé un peu plus loin maintenant, mais c'est en voie de disparaître, la semaine du 35. Bon, il vivait donc dans ce quartier et il est mort 3 rue de Chartres. Je crois qu'il y a une plaque qui l'indique. Ici est mort Eugène Pottier, auteur de l'Internationale. Vous savez qu'il a fait les paroles, les musiques sont d'un autre ouvrier
qui s'appelait Pierre de Jeter, qui est mort à Saint-Denis, donc pas loin d'ici, qui était de parents flamands ouvriers, immigrés non pas à la Goutte d'Or, mais à Lille. Il a été lui-même ouvrier dans les usines de chemin de fer à Fives-Lille, et il a appris la musique à 30 ans. Et en même temps qu'il faisait son travail, il composait la musique de l'Internationale à Lille en 1880. Et c'est en 1889 que la Deuxième Internationale a adopté comme hymne l'Internationale, qui a été chantée par tous les partis de gauche jusqu'il y a quelques années. Dans ce quartier, déjà ouvert à l'immigration au XIXe siècle, les luttes de la commune furent violentes. Un des deux dirigeants de cette grande révolution ouvrière, des Polonais, l'un des deux, Dąbrowski, a été blessé sur une des barricades de la rue Mira. Il y a eu beaucoup de blessés. Il a été transporté à l'hôpital Lariboisière par ses camarades quelques jours avant que les sbires de Thiers et du gouvernement des Versaillais fusillent des centaines de travailleurs parisiens au cimetière du Père-Lachaise contre le mur des fédérés qui a pris ce nom depuis ce jour-là et en souvenir duquel le temps des cerises a été écrit, car c'est le deuil de ce temps des cerises. C'est le 28 mai, si je me rappelle bien, 1871, qu'il y a eu tant de victimes des armées d'Adolphe Thiers. Dąbrowski, un émigré de Pologne, comme l'autre chef communard qui a été tué, lui, sur la rue à l'angle du boulevard Blanqui, un autre révolutionnaire, et de la petite rue qui monte vers la butte aux Cailles. À la fin du XIXe siècle, je cite ces deux Polonais car il y a le début bientôt d'une migration massive d'étrangers vers Paris, tout particulièrement ici, à la Goutte d'Or. À vrai dire, on oublie souvent que Paris est depuis longtemps une terre d'accueil. Je vais remonter un petit peu au déluge, si vous voulez bien, ou presque, mais à la fin du XVe siècle, il y a plus de 500 ans, le roi Louis XI avait fait venir des milliers de travailleurs du bois dans le faubourg Saint-Antoine, qui pouvaient travailler absolument librement sans rendre aucun compte au gouvernement. Il n'avait de compte à rendre qu'à la messe de Saint-Antoine. Il avait fait venir des Vénitiens pour fabriquer les glaces, des Andalous et des Marocains pour fabriquer des sièges de cuir, des Grecs et des Turcs pour les mosaïques, et on a même découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu en 1400 un campement de tziganes, ici même, au village de la Chapelle-Saint-Denis. Mais c'est surtout après 1880 que commencent à venir en grand nombre des migrants de l'Est de l'Europe, des Juifs de Pologne, d'Ukraine, de Russie, de Roumanie, de Biélorussie, surtout de Bessarabie, chassés par les pogroms du régime tsariste, puis des Italiens, surtout des Calabrais et des Siciliens qui fuient la misère terrible qui sévissait alors en Italie. Cette immigration a d'ailleurs touché d'autres quartiers du nord de Paris. Je pense au quartier de la Moscova, qui est là dans le 18e, à côté de la porte de Clignancourt. On l'appelle encore comme ça dans le quartier, la Moscova. C'est une preuve des Russes qui y sont arrivés. Tous ces gens-là venaient, faut-il vous le dire, ça va paraître bizarre, mais je connais quelqu'un qui l'a fait. C'était mon beau-père. Il est venu à pied de Budapest à Paris, en 1923. C'est-à-dire avant notre époque, enfin à l'époque où on immigrait massivement à la Goutte d'Or. Quand Émile Zola publie l'Assommoir en 1877, un véritable scandale éclate dans les milieux littéraires et politiques. On dit que c'est une offense à la morale, une monstruosité. Et Zola se défend en disant ceci: c'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Et il ne faut point conclure que le peuple est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. En effet, l'alcoolisme, principale dérive dénoncée dans ce roman, qui commence, se poursuit et s'achève à l'Assommoir, ce bistrot effrayant qui était dans l'actuelle rue des Ilettes. Il y a d'ailleurs une place
de l'Assommoir, maintenant à 200 mètres d'ici à peine, où les hommes sans travail vont boire des alcools de plus en plus violents, sortis de cet engin effrayant qu'est l'alambic, nommé l'Assommoir. C'est la conséquence directe d'une condition sociale misérable où les travailleurs sont exploités leur vie durant. L'alcool, qui est la drogue de cette époque, apparaît comme la seule consolation dans une vie non seulement morne et sans joie, mais pénible, douloureuse, ou même la détermination la plus ferme, comme celle de Gervaise, qui avait tellement envie de ne pas mourir entre l'hôpital et les abattoirs, là au coin du boulevard Barbès, chez Tati, si vous voulez, est morte finalement dans des conditions terribles. Comment font-ils les ouvriers pour se débrouiller? Bien, il y a un moyen, si on peut dire, que Gervaise utilise abondamment dès la première page du roman, c'est le mont-de-piété, le clou, comme on l'a dit plus tard, ou encore chez ma tante, familièrement. Ben, ce clou, vous savez où il est, vous n'avez qu'à aller jusqu'à la rue Cavé, au numéro 36, vous allez voir une enseigne, Mont-de-Piété. C'était le nom que portait cet endroit où on pouvait apporter toutes sortes de choses, en échange de quoi on vous prêtait de l'argent. Et quand vous rapportiez ces choses, on vous rendait théoriquement l'argent, mais souvent les gens n'avaient pas de quoi revenir chercher leurs affaires, en particulier Gervaise, puisque son mari Lantier, enfin son ami de l'époque, Lantier, l'a quitté en emportant les bulletins qu'il fallait donner au mont-de-piété pour récupérer les objets ou pour toucher l'argent. Pourtant, avant l'accident de Coupeau, son mari, donc, qui travaille en face à la Riboisière à mettre des gouttières et qui tombe, avant cette chute qui lui interdit de remonter sur les toits où il travaillait honnêtement jusque-là, ils avaient pu, en serrant la ceinture, acheter quelques meubles chez un revendeur de la rue Bel-Homme. On trouve encore des brocanteurs aujourd'hui. Il s'installe alors dans une petite maison à un seul étage, rue Neuve de la Goutte d'Or, dans un petit coin de tranquillité qui est maintenant exactement la rue des Ilettes, ici, qui donne sur le boulevard de la Chapelle. Elle ne pense plus donc désormais à l'abattoir et à l'hôpital, et pourtant elle n'y échappera pas malgré tout son courage. La misère est la plus forte après la chute de son mari, qui, influencé par Mes-Bottes et quelques autres habitués du père Colombe, le patron de l'Assommoir, elle finira, elle, une fois veuve, après avoir vu son mari mort d'un délit de crise de délirium très mince à l'hôpital psychiatrique qu'on l'avait emmené, elle finit d'ailleurs de ce personnage. Vous entendez bien, c'est pas les 30, 40 ou 80 millions d'euros et du jeu, n'est-ce pas, des 1000 francs ou autres, c'est vraiment un personnage qui a gagné et qui a en poche 40 milliards d'euros. Les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que d'exploiter le travail, disait l'International. Là, c'est peut-être plus les rois de la mine et du rail, c'est les rois des cosmétiques, de la mode, du pétrole, du maquillage. Et comme disait une autre chanson du 19e siècle, et c'est toujours le pauvre ouvrier qui trinque. La fin de l'Assommoir est surtout consacrée à Nana, la fille des Coupeaux, qui après une première fugue va définitivement, à 15 ans à peine, quitter ses parents pour les bals et les maisons de passe des environs. D'emblée, elle mène une vie dépravée. On la connaissait de la Reine Blanche au Grand Salon de la Folie, à l'ancien Château Rouge. On la voit danser à la boule noire sur le boulevard, au Grand Turf, rue des Poissonniers. Elle menait une belle vie, à l'exclamation ironique. Son père, lui, est tombé dans la démence. Et dans le même temps, le quartier change. Il change sur le plan de l'habitat. On bouleversait le quartier, c'est toujours dans l'Assommoir. On bouleversait le quartier cette année-là, c'est le dernier chapitre de l'Assommoir. On perçait le boulevard Magenta et le boulevard Ornano, dont une partie allait devenir boulevard Barbès, mais beaucoup plus tard, quand Barbès ne serait plus à Belleville, qui emportait l'ancienne barrière poissonnière et trouait le boulevard extérieur. C'était à ne plus s'y reconnaître. Tout un côté de la rue des Poissonniers était parfait. Maintenant, de la rue de la Goutte d'Or, on voyait une immense éclaircie.